Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Respect et amour. Salutations. Continuons à lever le voile pour saisir ensemble la nature de la transition actuelle vers une nouvelle réalité. Cette présentation, Action 4, est la 9e vidéo d'une série intitulée Total Reset 2020 qui concerne 12 actions menées pendant l'année 2020. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez note que les vidéos sont ordonnées comme une série qui présente une nouvelle réalité de manière exponentielle. Il est donc suggéré de les regarder les unes après les autres depuis le numéro 0, car je fais souvent des références aux vidéos précédentes et si vous ne les avez pas vues, vous ne comprendrez pas clairement ce dont il est question. Les vidéos sont proposées en 3 langues sur ma chaîne YouTube Interstellar Mediator 2020, anglais, espagnol et français, et vous pouvez également étudier ces présentations en détail et les relire en téléchargeant gratuitement les transcriptions proposées en 5 langues, allemand, anglais, espagnol, français et roumain depuis mon site mediatormedias.wordpress.com. Les ambassadeurs, une œuvre datant de 1533 du peintre allemand Hans Holbein le Jeune, conservée à la National Gallery de Londres, présente à l'avant-plan une curieuse particularité technique. La première fois qu'on regarde le tableau, on se demande pourquoi un peintre talentueux a laissé un élément déformé qui semble inachevé au premier plan d'une œuvre qui est par ailleurs finement structurée et parfaitement exécutée dans le style de la Renaissance. Cet avant-plan déformé est en fait une prouesse technique. C'est une anamorphose similaire à celle auquel je faisais déjà allusion dans la vidéo Action 1, le vieil homme et l'avion. Cet élément, qui attire le regard dès le premier coup d'œil, représente un crâne humain. Si on regarde le tableau de face, il est déformé. Mais lorsque l'on change de perspective et qu'on le regarde sous un autre angle, le crâne reprend sa forme naturelle. Dans le cas de cette œuvre, il faut avancer physiquement vers la bordure droite du tableau et le regarder en diagonale rasante. L'utilisation des anamorphoses, qu'elles soient graphiques, textuelles, sociales ou culturelles, oblige le spectateur à changer de position pour rechercher le meilleur angle de vue possible et comprendre ce qu'il voit ou entend, ce qui est le cas pour ces vidéos. Pour les comprendre, il faut avoir une curiosité audacieuse pour oser changer de perspective intellectuelle ou spirituelle. Cela demande quelques efforts, mais une fois que l'on a compris la technique, on peut voir la même chose sous de multiples angles. A. Voir l'une ou l'autre perspective. B. Passer de l'une à l'autre. C. Préférer et choisir l'un des deux côtés. D. Voir les deux perspectives en même temps. E. Étudier le fonctionnement des yeux. F. Celui des réseaux neuronaux. G. Celui de la position du spectateur par rapport à l'œuvre. H. Et beaucoup d'autres choses. De même, dans cette zincographie intitulée « Où est sa grand-mère ?», exposée au musée de la ville d'Épinal en France, dans la collection Imagerie Pèlerin datant de 1901, il faut changer de perspective pour pouvoir voir la grand-mère. Lorsqu'en regardant ces vidéos, vous changez votre perspective pour regarder votre réalité sous un angle différent, vous commencez à percevoir les aspects de cette réalité qui n'avaient pas de sens et vous échappaient jusqu'alors, un peu comme dans le cas du crâne dans l'œuvre de Holbein. Par exemple, lorsque nous déplaçons notre attention d'un système de croyances dans lequel la Terre est présentée comme la seule planète habitée vers une autre perspective, celle où la vie est si prolifique qu'elle est la norme dans une galaxie qui comporte des milliards de soleils et des milliards de planètes,
Nous changeons d'angle de perception et comme dans le tableau d'Holben, nous commençons à percevoir les choses de manière différente, plus logique et plus claire. Pour l'instant, peu de personnes sont conscientes qu'il est possible et nécessaire d'adopter d'autres angles de vue, pas même 1% de la population terrestre. Ce pourcentage représente 77 millions d'individus et nous sommes loin d'avoir atteint ce nombre. Changer de perspective, c'est aussi indubitablement changer de système de valeurs et de croyances. Même si vous avez personnellement déjà développé les grandes qualités morales et éthiques de la race humaine, comme l'intégrité, l'équité, le respect et l'amour du prochain, le service à l'autre, du point de vue de l'ensemble de la planète et de l'humanité, et comme le constatent les races interstellaires, plus de 99% des humains sont encore divisés, violents, malades, attachés à un modèle de société où l'argent et le pouvoir sont les maîtres mots et la mesure de la réussite et du bonheur. Les vidéos de la série Total Reset 2020, dans leur proposition d'autres perspectives, contribuent, autant qu'elles le peuvent, à repousser les limites de la réalité anamorphosée qui est une illusion d'optique et à remettre les choses à leur place. L'action 3 jetait un regard sur l'aspect naturel de la transition actuelle qui concerne deux éléments, les éruptions solaires et les vagues cosmiques qui impactent la magnétosphère terrestre et font augmenter les fréquences de la Terre, ce qui génère des changements à de nombreux niveaux, notamment à ceux des rythmes circadiens. Aujourd'hui, jetons un œil sur l'aspect artificiel de cette nouvelle réalité afin de constituer un diptyque équilibré, naturel, artificiel. Les questions que vous seriez en droit de vous poser actuellement sont: pourquoi y a-t-il une si grande effervescence autour de la question des extraterrestres et pourquoi y a-t-il autant de contacts depuis 50 ans? Pourquoi des stellaires hautement respectueux des cultures autochtones enfreignent-ils les recommandations et l'éthique de la directive première, Prime Directive, qui spécifie notamment: veuillez faire une pause ici pour lire le texte en français ou en espagnol et regarder les phrases que j'ai numérotées. Directive première, article de la Fédération unie des planètes, chapitre 6, article 2, paragraphe 7. La directive première est immédiatement applicable à toutes les cultures d'une planète qui n'ont pas encore atteint un statut interstellaire ni quitté leur planète par leurs propres moyens. Le droit de chaque espèce sensible à vivre conformément à son évolution culturelle normale étant considéré comme sacré, aucun membre du personnel de la Fédération unie des planètes, quelle que soit sa race ou sa culture, ne peut interférer avec le développement autonome, normal et sain de la vie et de la culture étrangère. Une telle interférence comprend l'introduction de connaissances, de pouvoirs ou de technologies supérieures dans un monde dont la société est incapable de gérer judicieusement ses avantages. Ces directives priment sur toutes les autres considérations et portent l'obligation morale la plus élevée. Le personnel de la Fédération unie des planètes n'est pas autorisé à entrer en contact avec des races inférieures non interstellaires ou des races en développement par tout moyen technologique en cours d'utilisation ou en service à ce moment ou à inventer à l'avenir, sauf si une telle race est menacée par une source extérieure. 1.
le droit des espèces à vivre conformément à leur évolution normale est sacré. 2. Aucune race interstellaire n'a le droit d'introduire des connaissances, des pouvoirs ou des technologies supérieures à ces dites espèces. 3. Les races interstellaires ne sont pas autorisées à prendre des contacts directs avec des races non interstellaires. 4. Sauf en cas de menace extérieure. On peut se demander alors pourquoi les races interstellaires violent-elles les recommandations de la directive première? Que se passe-t-il exactement? Car comme indiqué, ce ne pourrait être que pour une seule raison, une menace extérieure. Quelle est donc cette menace et pourquoi y a-t-il urgence puisque les contacts semblent s'accélérer? Les réponses à ces questions, je les ai obtenues, bribe par bribe, principalement de mon mentor extraterrestre Zen, ancien sage de 154 ans, ainsi que de 20 personnes de différentes races interstellaires sur Vira Andromeda et sur une période de 4 ans, de 2016 jusqu'à récemment. Ces informations me sont transmises à l'écrit, en direct, en live, noir sur blanc et en audio. Elles proviennent des observations visuelles in situ que tous mes contacts ont faites de leurs propres yeux, complétés par des éléments des bases de données extraterrestres. Ces témoignages ne proviennent pas que d'une seule personne, mais d'une vingtaine d'individus et tous concordent entre eux. Par ailleurs, rien de ce que je vais présenter dans cette vidéo n'est d'origine terrestre et ne vient de l'Internet ou des connaissances humaines, même si certains éléments sont similaires. Je ne vais pas aborder aujourd'hui les programmes artificiels de contrôle des personnes, des pensées, des émotions ou des attitudes pour me concentrer uniquement sur la Lune, car c'est le plus urgent et parce que c'est la Lune qui en est le maître d'œuvre. Quand vous aurez compris ce qui suit, vous aurez compris tout le reste. Regardez ce contenu de manière sérieuse. Écoutez-le plusieurs fois pour bien comprendre. Remettez les choses à leur place et réfléchissez plus loin au futur de nos enfants. Je vous remercie. Comme évoqué dans l'action 3, le Soleil, les planètes et la Lune sont les objets célestes centraux qui rythment toute la vie naturelle sur Terre. Mais la Lune en particulier a eu un rôle majeur dans l'évolution humaine depuis 12 000 ans. C'est la pièce principale de toute la matrice terrestre. Je vais donc vous annoncer les choses sans détour. La Lune, votre Lune, n'est pas une Lune. Elle n'est pas naturelle comme l'est une planète. C'est un objet artificiel qui a été construit par des races interstellaires et amené dans l'orbite de la Terre. C'est un vaisseau spatial qu'on appelle une sphère de Dyson ou une biosphère artificielle. Vous vouliez voir un vaisseau spatial de près? Eh bien, il y en a un que vous pouvez observer tous les jours. Il est devant vos yeux et c'est la Lune. Ce type de grand vaisseau spatial sphérique, qui évolue à des vitesses superluminales, est utilisé par les races interstellaires pour l'exploration de l'espace lointain.
Ses dimensions sont énormes comparées aux petits vaisseaux ronds d'une vingtaine de mètres de diamètre que vous appelez UFO ou Tic Tac ou Scout, qui sont les équivalents stellaires de vos voitures sur Terre. Le rayon du vaisseau Lune est de 1737 km. Il est très ancien et a été construit en métal de titane sur les chantiers navals de Pitola, l'une des planètes d'Arcturus dans la constellation de Boötes, résidence des Diazali Antiplex, les Arcturiens. Sa structure métallique est composée de bâtiments en métal reliés à l'intérieur. On y entre en vaisseau spatial par l'accès équatorial au centre de la sphère ou par des entrées spécifiques. Ce vaisseau est creux. Il comporte plusieurs niveaux à l'intérieur, salle des moteurs, zone de commandement et de pilotage, niveau supérieur d'observation de l'espace, zone administrative, salle des conseils, hôpitaux, lieux de restauration, lieux de détente, salle de méditation, de musculation, zone d'appartements privés sur plusieurs ponts ou niveaux, urbain, rural et marin. Originellement, cette biosphère était l'un des lieux de vie des Andromédiens qui utilisent encore de nos jours des biosphères artificielles comme planètes, comme ils le font avec Viera Andromeda, par exemple, parce qu'ils préfèrent, comme ils disent, garder leur investissement mobile et bouger en cas de besoin ou de danger. Cet énorme vaisseau a été piloté par les équipages en charge et amené dans le voisinage de la Terre il y a environ 12 000 ans et 500 ans après que Tiamat se soit désintégré. Il a été utilisé faute de mieux car il était très endommagé et avait été contaminé par des particules nucléaires ionisantes pendant les guerres sur Mars. Avant que la biosphère Lune ne soit amenée, la Terre n'avait pas de Lune, elle n'en a jamais eu. C'était la planète Tiamat qui était considérée comme la Lune, et elle était appelée étoile du matin ou encore second soleil. C'était Tiamat que les anciens peuples voyaient dans leurs cieux, pas la Lune actuelle. Et c'est Tiamat qui inspira les grands mythes de Nibiru et de Hercobulus. Pendant les guerres sur Mars, les ondes de choc des armes extraterrestres atteignirent Tiamat, mais elle n'a pas explosé. Ce qui se produisit en fait est que les ondes de choc des armes plasmiques étaient si puissantes qu'elles créèrent un déplacement des énergies de la planète. Le déplacement des énergies fit alors bouger toute l'eau de la planète, la déséquilibrant entièrement. Et c'est ce déséquilibre qui provoqua, comme dans un effet domino, la destruction de la planète qui se désintégra, morceau après morceau, comme des lambeaux se perdant dans l'espace. Tiamat était 4 fois plus volumineuse que la Terre et était essentiellement composée d'eau. Il n'y avait que quelques continents. La partie solide, les continents, qui sont partis en lambeaux, constituent maintenant la ceinture d'astéroïdes. Tous ces astéroïdes sont des morceaux de Tiamat. La partie liquide, l'eau et les goûts, noirs, rouges et verts, tombèrent à la fois sur Vénus et sur la Terre, ce qui inonda les 2 planètes. Sur Terre, l'eau de Tiamat qui tomba fut appelée le déluge. Une fois Tiamat disparue, la dynamique cosmique fut gravement perturbée. Des planètes dérivèrent et changèrent de position, et la Terre commença à être sujette à des changements d'orbite et climatiques irréversibles. Il fut alors décidé de la stabiliser en remplaçant Tiamat par une biosphère artificielle. Les Andromédiens pilotèrent donc la Lune et la placèrent là où elle se trouve actuellement.
La Lune fut amenée il y a 12 000 ans linéaires terrestres. Tiamat avait déjà disparu depuis plus de 500 ans. Les guerres faisaient toujours rage entre les deux opposants. D'un côté l'UFOP, la Fédération unie des planètes, et les alliés, les Ufopiens, et de l'autre des envahisseurs de nombreuses autres lignées extraterrestres. Les deux côtés avaient subi de très lourds dégâts. Ils étaient tous à bout de force, manquaient des ressources militaires nécessaires et ne pouvaient plus se battre. Certains des envahisseurs attaquants choisirent de fuir vers la Terre et de s'y cacher. L'UFOP, la Fédération unie des planètes, The United Federation of Planets, n'était pas encore l'UFOP à ce moment-là. C'était un proto-conseil qui s'appelait le Haut Conseil d'Andromède, composé des Andromédiens et des Diazolian-Tiplex. Les Ufopiens pensèrent que la situation ne pouvait pas être laissée en l'état car les choses allaient empirer. Ils se consultèrent et trouvèrent une solution. Ce n'était pas la meilleure solution parce qu'ils connaissaient les conséquences graves pour les autochtones et les Lyriens qui s'étaient déjà installés sur Terre, mais ils n'en avaient pas d'autres et ils étaient à bout de force. Cette solution permettait de compenser la perte de l'équilibre cosmique qui était à risque avec la disparition de Tiamat, de reprendre le contrôle d'une situation qui échappait à tout le monde et qui risquait de dégénérer bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, notamment l'invasion de tout le système solaire Sol 13 qui aurait été sous le contrôle total des envahisseurs. De ne pas laisser les technologies extraterrestres sur la biosphère à disposition de récupérateurs, surtout les technologies de point zéro, d'emprisonner les envahisseurs sur Terre, même si les Ufopiens connaissaient les conséquences négatives pour les populations autochtones, et d'un point de vue stratégique, les conséquences, même si elles étaient tragiques, l'étaient moins que de laisser tout le système solaire sous le contrôle de ces envahisseurs. Cela permettait de pouvoir encore intervenir plus tard, ce qui n'aurait pas été le cas si les Ufopiens perdaient le contrôle de tout le système solaire Sol 13. Les envahisseurs les en auraient empêchés et ils n'auraient même pas pu s'approcher de la Terre comme ils le font actuellement. On se demande ce qui serait advenu aux Terriens. Les Ufopiens décidèrent donc d'utiliser cette vieille biosphère qui avait subi de lourds dégâts et avait servi de cible nucléaire pour emprisonner les envahisseurs dans un filet électromagnétique placé autour de la Terre et de les bloquer. Cette biosphère, c'est la Lune. Malheureusement, ce piège se referma aussi sur les Lyriens qui vivent déjà sur Terre à cette époque. Les Lyriens s'étaient enfuis de leur système solaire, Lyra Vega, après avoir été violemment attaqués par ces mêmes envahisseurs. Ils avaient émigré partout dans ce cadran de la galaxie, notamment dans les constellations des Pléiades, du Triangle et de Sol 13, et ils s'étaient installés sur Terre, très longtemps avant la désintégration de Tiamat. Le commerce et les échanges entre Tiamat et la Terre étaient florissants, bien avant que les envahisseurs ne fassent irruption sur Terre. Pour placer la planète Terre dans le champ électromagnétique, les Ufopiens installèrent donc des antennes relais et ils installèrent aussi des projecteurs pour qu'un hologramme cache la partie visible de la biosphère Lune depuis la Terre, conformément à la directive première. Prenez conscience que ceci s'est passé il y a 12 000 ans et que donc les Ufopiens possédaient déjà à cette époque ce que la race humaine est en train de découvrir en 2020 ou n'a pas encore découvert. Ce n'est pas l'UFOP à proprement parler qui a placé la bulle, car c'est une fédération et elle regroupe 1000 planètes, c'est-à-dire des milliards de personnes. L'UFOP n'est pas une entité individuelle comme une personne. La race qui a placé la bulle est l'une des races interstellaires de type humain lyrien,
que je ne vais pas nommer ici par souci de respect de toutes les races interstellaires, qui a placé le champ électromagnétique autour de la Terre, bien sûr en consultation avec toutes les autres planètes engagées dans ce combat. La décision n'a pas été unilatérale et dans l'esprit des Ufopiens, ce n'était de toute façon qu'une solution temporaire. Il y avait beaucoup de morts et de blessés après des guerres dévastatrices et ils espéraient pouvoir se soigner, se reposer, reconstituer les troupes et les équipages, ainsi que les forces militaires, et ils pensaient qu'avec le champ électromagnétique autour de la Terre, les envahisseurs ne pourraient pas sortir et que la situation était sous contrôle. Leur idée était de se préparer pour revenir en force et terminer le travail, anéantir les lignées envahisseuses sur Terre, résoudre le problème pour de bon et enfin retirer la bulle électromagnétique. Surprise, surprise, comme les événements n'étaient pas inscrits dans la pierre, les choses tournèrent à leur désavantage. Pendant qu'ils reconstituaient leurs troupes, la situation s'inversa. Les lignées envahisseuses, aidées par des congénères venus en vaisseau de l'extérieur de la bulle, les aidèrent à redévelopper leur technologie et à en sortir. Les Ufopiens revinrent plusieurs fois pour libérer les Lyriens et les Terriens et retirer la bulle électromagnétique, mais lorsqu'ils atterrirent, de violents combats s'engagèrent dont on voit encore les traces sur Terre, et ce fut en vain. Dans l'histoire, on les appela les anges déchus, the Fallen Angels, ou les Elohim. Les Ufopiens installèrent donc la biosphère lune et créèrent l'hologramme pour cacher le vaisseau de la vue des autochtones vivant sur Terre. Cette obligation fait partie des recommandations de la directive première qui invite les races qui ont une capacité interstellaire à laisser les civilisations autochtones se développer naturellement. Ce n'est que le côté qui est visible de la Terre qui est couvert par l'hologramme. De l'autre côté, on voit la biosphère en métal. Sur la biosphère, dont la structure même sont des milliers de bâtiments en métal, sont installés à la fois des antennes relais électromagnétiques, dont je vais parler un peu plus loin, et des dizaines de milliers de projecteurs reliés en réseau. Ils sont tous contrôlés par un ordinateur central et une intelligence artificielle. Chaque projecteur est une petite station en elle-même qui a la charge d'une micro-partie de la surface de l'hologramme, un peu comme les pixels d'une image. Ils fonctionnent comme des téléviseurs à cristaux liquides. Les projecteurs sont composés d'une image et d'un système de rétroéclairage plat. La lumière est celle du soleil. Ce rétroéclairage capte la lumière du soleil qui se situe derrière la Lune. La luminosité de la Lune provient donc du soleil qui l'éclaire. Mais la lumière du soleil, frappant la surface de titane de la biosphère, est faible et insuffisante. Donc, la partie plate des projecteurs la capte, l'amplifie et la rétro-réfléchit pour la diriger dans le projecteur au travers de la partie image. Une bonne analogie de la façon dont cela fonctionne est un projecteur de diapositive ou un projecteur laser extérieur utilisé pour les projections de scènes animées sur les églises ou les bâtiments publics. Pour voir la diapo, il faut un projecteur. On fait glisser la diapositive dans un cran et le projecteur la rétroéclaire. On peut alors projeter l'image et la voir. L'onde que vous voyez sur ces images est la réorientation régulière des projecteurs. La progression de la Lune dans l'espace et sa forme s'adaptent parfaitement à celle du Soleil. Les Ufopiens les ont synchronisés pour capter la lumière du Soleil 24 heures sur 24 et pour que l'hologramme soit constant.
Ce qui est concret. De Vieira Andromeda, qui est stationnée derrière la Lune, la biosphère est une vraie sphère métallique qui ressemble à une boule de métal opaque en acier, et cette sphère est constituée de bâtiments en tout genre qui émergent de sa structure et qui font partie intégrante de sa construction. C'est réel et concret. Ce qui n'est pas concret, en revanche, c'est la partie que vous voyez, cette surface qui ressemble à du plastique lisse, un peu bizarre, comme une peau de grenouille, faite de cratères et de mers qui ont tous la même profondeur. Il n'y a pas de surface faite de terre ou de roche, il n'y a pas de cratère ou de mer, ce n'est qu'une projection graphique visuelle, comme une réalité virtuelle, un hologramme en 3D. Il n'y a pas de mine non plus, pas comme on l'entend sur Terre avec des sillons creusés dans la terre pour en extraire des minerais. Il n'y a pas de mine tout simplement parce qu'il n'y a aucun sol ni aucune roche. En fait, ce que les mineurs veulent dire quand ils parlent de miner la Lune, c'est faire ce qu'un ferrailleur fait lorsqu'il récupère la ferraille et la revend. Les mineurs sont des ferrailleurs qui démantèlent les bâtiments ou les vaisseaux et ils récupèrent tout ce qui peut l'être. Des métaux souvent inconnus sur Terre, de l'or, de l'argent, d'autres métaux précieux, des pièces technologiques, des postes de pilotage, des bureaux, des sièges, des écrans, des programmes, comme les ferrailleurs démantèlent les vieilles carcasses de voitures que des acquéreurs réinstallent sur d'autres véhicules. Puis ces métaux et toutes les technologies de pointe récupérées sur la biosphère Lune sont remis sur les marchés des échanges ou livrés sur d'autres planètes et réutilisés soit pour d'autres constructions, soit pour la rétro-ingénierie. Ceci est fait dans un esprit de réutilisation de ressources naturelles par les races interstellaires qui ne jettent jamais rien et qui n'ont pas forcément accès à ces ressources sur leur propre planète. Ils réutilisent tout car toutes les ressources sont précieuses jusqu'à la moindre vis. Toutes les constructions que vous voyez de la Terre sont réelles, mais ce sont les parties les plus hautes de certains bâtiments qui font partie même de la structure de la biosphère Lune. Tous les bâtiments sont connectés en dessous de l'intérieur de la biosphère. Et ce que vous voyez de la Terre sont les parties hautes ou des tours des bâtiments qui dépassent du hologramme, un peu comme sur Terre, vous voyez poindre les tours de très hauts bâtiments au-dessus du brouillard. Et vous voyez sur les images que plus vous oblitérez la hauteur des bâtiments, moins il reste de parties visibles. Et c'est la raison pour laquelle les bâtiments repérés sur la Lune sont si disséminés. Voyons maintenant le champ électromagnétique qui entoure la Terre et qui maintient la vie, les races qui y vivent, la faune et la flore, à la fréquence de 7,83 Hz et en 3D depuis 12 000 ans. Il est courant, chez les races interstellaires, que les champs énergétiques soient placés autour d'une planète pour à la fois la protéger des menaces spatiales ou des envahisseurs et pour contrôler son évolution. Un peu comme un jardinier met une cloche sur des laitues pendant la pousse pour les protéger des prédateurs et des colonisateurs et maximiser leur développement. Quand ce champ électromagnétique est installé, il l'est dans la même fréquence que celle de la planète, c'est-à-dire 50 Hz. Puis la planète est terraformée, on y amène la flore, la faune et les formes de vie humaines, comme ce fut le cas pour la planète Terre il y a des milliards d'années,
Et c'est pour cela, entre parenthèses, qu'il y a sur Terre des dauphins de la lignée syrienne. Les dauphins ont été amenés de Sirius. Ces champs électromagnétiques ne sont pas installés en contact direct avec la planète, mais sur la limite extérieure de sa magnétosphère. Tous les êtres vivants génèrent un champ autour d'eux que vous appelez aura et qui a la forme d'un tor ou torus. De la même manière, toutes les planètes ont une magnétosphère naturelle qui est leur aura et elles ont toutes la forme d'un torus. Un torus est la forme directrice la plus fondamentale exprimée par la conscience. La Terre est un être vivant et conscient, aussi conscient que vous l'êtes. Elle génère donc aussi sa propre aura, qui n'est autre que sa magnétosphère. Les limites extérieures de l'aura terrestre sont les ceintures de Van Allen. Quand les éruptions solaires et les vagues cosmiques atteignent la Terre, elles frappent les ceintures de Van Allen et on peut constater l'augmentation des fréquences et des résonances de Schumann. Passons maintenant à la technologie de bridage des fréquences terrestres utilisée sur les biosphères Lune et la manière dont elles fonctionnent. Le standard de fréquence universelle est 50 Hz, la 5D. C'est également le standard de la matière. Tout dans cet univers est en 50 Hz. La Lune est en 50 Hz, 5D. Avant le contrôle, la Terre était en 5D, car c'est sa fréquence naturelle. La conscience naturelle de la Terre est normalement en 5D et 50 Hz. Tout en dehors de la Terre est en 5D, à l'exception de la Terre qui est en 3D. Les Ufopiens et alliés construisirent donc 12 réacteurs nucléaires pour alimenter les 10 moteurs et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de la biosphère Lune a été programmée pour émettre un faisceau de haute énergie vers la Terre pour brider et abaisser les fréquences à 7,83 Hz, la 3D. Comme les transmissions sont dirigées vers la Terre, c'est toujours le même côté de la Lune qui fait face à la Terre, tout simplement parce que c'est le côté de la Lune où se situent les antennes relais. La technologie est assez simple, ce sont différents modèles d'antennes réseau, comme des tours de téléphonie cellulaire sur Terre, qui envoient des transmissions en forme de cône. Mais à cette distance, le système n'aurait pas été assez puissant, il parasite donc la magnétosphère de la Terre pour qu'elle fasse le travail à sa place, à son niveau extérieur, celui des ceintures de Van Allen. En d'autres termes, en utilisant le principe d'interférence négative ou destructrice, les réacteurs imposent littéralement une fréquence spécifique à la magnétosphère de la Terre, baignant toute la Terre, la faune, la flore et la population dans la même fréquence, 7,83 Hz, la base 3D, celle de la matrice terrestre et des résonances de Schumann. Pour abaisser ou diminuer une fréquence, il suffit de transmettre une fréquence négative de moins 42,17 Hz pour la faire passer de 50 Hz moins 42,17 égale 7,83 Hz, ce qui est l'état actuel de la matière sur Terre et qui équivaut à la 3D et aux résonances de Schumann. La magnétosphère est alors frappée par une série d'ondes qui sont conçues pour combiner l'énergie naturelle produite par la magnétosphère avec l'énergie artificielle des réacteurs et pour former une paroi rayonnante ou une barrière très dense entourant la planète entière. Ce type de rayonnement est ionisant et électromagnétique. Il est dévastateur pour la biologie terrestre. Vous comprenez maintenant
que la résonance de Schumann n'est pas l'état naturel de la Terre, c'est le résultat d'un bridage, d'un pontage de la fréquence de la Terre pour la faire descendre et la maintenir en 3D. Voici une description de la biosphère Lune faite par quelqu'un qui l'a vue en personne en 2016. Il s'agit de Zen, mon mentor. Toute mon équipe s'y est rendue. C'est complètement vide et fantomatique. Ça ressemble à un hôpital psychiatrique des années 50. On se demande quel type d'expérimentation y était fait et je suis horrifié à la pensée de tous ces humains dans des cages, des esclaves torturés et les enfants enlevés qui ont dû venir ici comme esclaves de labeur ou sexuels et aider au démantèlement des structures ou passer par ce lieu horrible en transit vers d'autres planètes. La biosphère est complètement saccagée pour récupérer tout ce qui est utile, les différents métaux et d'autres choses. Tout s'écroule, il y a des ruines partout. Il ne reste que des bâtiments abandonnés et des vaisseaux démantelés, car lorsque les forces d'intervention alliées capturent un vaisseau ennemi, elles le stockent dans l'une des nombreuses bases souterraines et les démontent entièrement pièce par pièce. De nombreux vaisseaux du Secret Space Program ont été confisqués également et sont laissés sur la Lune en attendant d'être démantelés et leurs métaux et technologies récupérés. À propos de l'occupation de la Lune, il ajoute « La Lune est complètement vide, mais il existe depuis 2009 une base qui appartient aux Diazelian Tiplex, les Arthuriens, qui sert de bâtiment pour les réunions et la surveillance de la Lune et du secteur. Les gros vaisseaux arthuriens sont actifs et stationnent à la surface, mais sous le hologramme. De plus petits vaisseaux entrent et sortent de la structure, principalement les vaisseaux discoïdaux des Euphopiens. Ils entrent soit par l'accès et les hangars qui se trouvent au niveau de l'équateur lunaire, soit par des entrées spécifiques. Les Euphopiens en ont pris le contrôle grâce à une force militaire extrêmement puissante, composée des forces militaires des Urma, des Alphratiens, des Antariens et des Pléiadiens Tegétans, sous le commandement de la capitaine Asket de Témer. Depuis 2009, la biosphère Lune est complètement vide et ce sont les Euphopiens qui la gèrent. Personne ne peut y aller sans l'autorisation du Grand Conseil de l'UFOP ou de sa supervision. Depuis des millénaires également, les réacteurs étaient maintenus en fonctionnement par les envahisseurs, mais ils sont vieux et obsolètes et la technologie dépassée. Tout est en train de se désintégrer et les réacteurs tombent en panne les uns après les autres. Il y en avait initialement 12. 8 sont déjà tombés en panne. Ils ont été réparés mais ne fonctionnent plus maintenant. 4 fonctionnent toujours et sur les 4, seulement 2 sont opérationnels mais ne fonctionnent qu'à 80% de leur capacité. Les 2 autres vont tomber en panne très rapidement car ils sont gravement endommagés. Lorsque ces 2 derniers tomberont en panne, les 2 qui resteront et qui fonctionnent encore à 80% de leur capacité ne pourront pas produire l'énergie de 12 réacteurs pour maintenir la bulle électromagnétique opérationnelle. La bulle a déjà disparu à 80%. Elle s'affine et le contrôle de la 3D diminue de plus en plus. Donc les fréquences augmentent et s'ajoutent à celles des éruptions solaires et des
Les 2 derniers réacteurs qui fonctionnent encore à 80% tomberont également en panne, que nous le voulions ou non, et ceci va arriver à tout moment. Et c'est là où se situe l'urgence de la situation. Vos fréquences naturelles biologiques étaient intentionnellement et artificiellement réduites. Maintenant, elles ne le sont plus qu'à 20% et le seront de moins en moins. Il faut savoir gérer ce genre d'énergie. Vos gammes perceptuelles étaient diminuées. Maintenant, vos sens sont augmentés de 80%. Votre spectre visuel, vos perceptions sensorielles, votre conscience, les femmes et les cycles marins, les rythmes circadiens, tous étaient bridés à 7,83 Hz et ils sont maintenant en train d'augmenter à toute vitesse avec des pics à 154 Hz. Et ceci d'au moins 3 sources, les éruptions solaires, les vagues cosmiques et les réacteurs lunaires qui tombent en panne, relâchant l'emprise sur la Terre. L'UFOP, les ufopiens, ont donc décidé, depuis la reprise en main de la biosphère Lune, de laisser les réacteurs tomber en panne pour arrêter le système de bridage et laisser le biotope et la population terrestre retrouver ses fréquences naturelles en 50 Hz. Les ufopiens ont donc finalement réussi à mettre fin au grand conflit interstellaire. Comme promis, ils sont revenus pour terminer ce qu'ils avaient commencé et ils sont en train de retirer la bulle électromagnétique. Vous n'êtes donc plus prisonnier et vous ne pouvez plus prétendre, comme auparavant, au statut de victime de guerre, de manipuler ou de contrôler pour invectiver les races interstellaires par vidéo interposée et les enjoindre de terminer le travail. Elles l'ont fait et le font encore. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre et de devenir un peuple autonome et indépendant. Le contrôle lunaire va s'arrêter d'ici 2 ans au plus et les ceintures de Van Allen vont disparaître. Les conséquences sont énormes. Avant, vous étiez à 100% dans la matrice et tout est en train de revenir aux 50 Hz standard. Les bonnes nouvelles sont, premièrement, le vaisseau Lune est complètement vide et sous la surveillance des ufopiens depuis plus de 11 ans. Personne ne peut s'y rendre sans leur autorisation et le trafic d'humains qui y transitaient a été arrêté. Deuxièmement, les réacteurs ne seront ni réparés ni remplacés, ils sont maintenus au strict minimum par les Diazelli Antiplex et les alliés pour permettre une sortie progressive de l'humanité de la réalité 3D dans laquelle elle était maintenue. Troisièmement, 8 réacteurs sont déjà tombés en panne, 2 vont aussi tomber en panne rapidement et les 2 derniers ne pourront pas produire à eux deux l'énergie qui était auparavant produite par 12 réacteurs pour garder la bulle électromagnétique opérationnelle. Ça va les affaiblir encore plus et ils s'arrêteront définitivement aussi. La bulle tombera complètement. Ceci veut donc dire que vous êtes déjà à 80% dans une perspective et une mentalité 5D. C'est un très grand changement. Vous voyez déjà la différence depuis quelques années et encore plus de nos jours, de plus en plus de personnes s'éveillent. Utilisez cette nouvelle énergie pour vous préparer complètement à évoluer en 50 Hz au lieu de 7,83. C'est facile pour certains, mais ça demande des efforts considérables en termes de changement de vie et de perspective, ainsi que pour supporter physiologiquement
ce nouveau type d'énergie, car comme vous pouvez le constater avec les résonances de Schumann, les fréquences sont passées d'une fois tous les 2 ou 3 jours à plusieurs fois par jour, et cette cadence va augmenter avec les réacteurs qui tombent en panne. Le contrôle de la matrice est terminé, c'est fini, vous pouvez vous en réjouir. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin des problèmes pour les humains. C'est un nouveau type de vie qui commence, la vie en 50 Hz, et nous ne sommes pas au bout de nos peines, car c'est là aussi que se situe la plus grande menace pour la race humaine. La plus grande menace est le réveil brutal de l'humanité sans qu'elle soit préparée, et c'est en cours. Beaucoup de personnes se demandent ce qui leur arrive. Des millions et des millions de personnes qui ne savent rien de tout cela, monsieur et madame tout le monde, une famille de fermiers perdus au milieu de nulle part, un professeur des écoles dans une maternelle qui n'est au courant de rien, des soldats et des militaires qui ne savent rien de la nouvelle réalité, vont tous se réveiller d'un seul coup, du jour au lendemain, quand les 2 derniers moteurs s'arrêteront. Toutes ces personnes vont commencer à voir, avec le zoom des 50 Hz, leur spectre visuel, leur perception, leur audition, leur ressenti, leur pensée, leur télépathie, tout va s'élargir d'un seul coup. Ils sentiront de hautes fréquences auxquelles ils ne sont pas habitués, ils deviendront télépathiques et se demanderont pourquoi ils entendent des voix ou des chaînes de radio ou de télévision, et ils auront le sentiment de devenir fous. Ils verront des couleurs vivides et auront des rêves éveillés, ou ils se verront dans d'autres lignes de temps ou d'autres mondes. Peut-être verront-ils plusieurs eux-mêmes en même temps et penseront qu'ils ont des hallucinations. Ils verront tous les symptômes et les signes du contrôle de la matrice depuis leur naissance et ils penseront qu'ils ont été trompés. Ils accuseront leurs voisins, leur gouvernement, leur fédération. Ils verront des fantômes, des entités négatives, des reptiliens dans leur corps naturel qui arpentent les rues des grandes villes. Il y aura des défaillances, des glitches dans la matrice et des bâtiments ne seront plus à leur place exacte. Les égos prendront le dessus, la folie, la peur, la haine, la violence pourraient faire rage. Les populations, en peur panique, prendront les armes, tueront tout ce qui les entoure. Et comme seule une menace peut autoriser les races interstellaires à déroger à la directive première, c'est cette menace du réveil brutal de l'humanité, sans préparation, qui pousse toutes les races interstellaires à sortir de leur anonymat et à se montrer petit à petit pour prendre contact avec les humains et accélérer un peu les choses, puisque nous sommes loin encore des 1% d'éveil, soit 77 millions de personnes. Le réveil brutal se produira pour toute l'humanité, c'est un fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est maintenant une nécessité absolue pour les autres races de se montrer et de dévoiler leur présence, leur apparence, leur culture, leur manière d'être et de penser, et leur vaisseau. J'en appelle donc à tous les starseeds, les graines d'étoiles, de toutes les lignées stellaires partout sur la planète. Le moment est venu de commencer à expliquer ce qui est en train de se produire à tous ceux qui vous entourent, de les préparer, de prendre soin d'eux et ou de créer des groupes de soutien et de discussion. Premièrement, à ceux qui sont éveillés, présenter les éléments des actions 3 et 4
parler des deux aspects, naturels et artificiels. Deuxièmement, à ceux qui ne sont pas éveillés, présenter uniquement les éléments de l'axiome 3 et ce qui est naturel. Utiliser l'augmentation naturelle des fréquences à cause des éruptions solaires et des vagues cosmiques pour les préparer. Troisièmement, commencez autour de vous, dans votre environnement physique immédiat. Votre mère, votre père, votre époux ou votre épouse, vos enfants, votre amour, les grands-parents et arrière-grands-parents, puis les oncles et tantes, les cousins, les amis et les voisins. Parlez-en de personne à personne. Parlez-en comme on parle du Covid-19, d'une chose qui se produit et dont il faut être au courant, sans forcer et sans dramatiser, sans mystère, avec gentillesse et respect pour leur personne. S'ils dénient, ce n'est pas grave, n'insistez pas. Vous leur avez dit, donc ils sont au courant. L'ascension n'est pas prendre un ascenseur et monter dans une autre dimension physique ou une planète paradis extraterrestre, parce que eux aussi ont leurs problèmes, leurs limites, leurs conflits et leurs espoirs. Tout comme vous, ils doivent évoluer et laisser tomber les limites de leur mode de pensée et leur propre système de croyances. Soyez attentifs à ne pas sombrer dans la vénération extraterrestre, c'est votre droit bien entendu, mais ce sont les jardins du voisin d'à côté, même si vous les trouvez magnifiques, ce sont les leurs et leur société, pas les vôtres, et il est maintenant nécessaire de construire le jardin des humains. Ce qui est communément appelé ascension n'est pas une ascension à proprement parler. Ce n'est pas passer physiquement d'une dimension à une autre plus élevée, ce n'est pas léviter, monter une échelle cosmique, s'élever en grade ou prendre un ascenseur spirituel ou extraterrestre. C'est tout le contraire, c'est laisser aller des concepts obsolètes qui sont les limites mêmes de la pensée. C'est diriger notre regard vers une partie de la réalité qui était jusqu'à présent déformée, comme suggéré au début de cette présentation dans l'anamorphose du peintre Hans Holbein.